Bonjour à tous. Nous allons commencer le webinaire. Donc, je laisse la parole à Gwendoline Legros qui va réaliser l'introduction. Bonjour à tous. On a souhaité vous présenter un webinaire concernant l'innovation. Donc, l'innovation, l'objectif de ces webinaires, c'est de sensibiliser l'ensemble des professionnels et rapprocher les deux mondes sur l'innovation qui est ici, vous verrez, très appliquée, et mettre l'accent sur des projets très concrets. Donc, on a pour ça des incontournables, on va dire, sur ce champ-là. Donc, interviendra donc Myriam Fournier, la présidente du Grand Est Nancy et de l'INRA, en tant que responsable de l'INRA sur les projets partenariaux. Il y aura Alain Contal et M. Éric Masson, donc Alain Contal, directeur du CRIT, qui interviendra aussi sur des exemples concrets, et ce sera notre dynamique Nathalie Mionetto aussi du FCBA qui interviendra sur cette thématique. Donc, vous aurez une partie questions-réponses. Donc, le choix qui a été fait, c'est une intervention assez suivie, mais ne soyez pas frustrés puisque la fin, vous aurez un temps d'échange possible pour répondre à toutes vos questions. Donc, petite introduction sur la filière bois. Forêt bois du Grand Est, donc c'est plus de 10 000 entreprises au niveau du Grand Est et 53 000 emplois. Je passe assez vite, pour autant, ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Là, ce n'est pas vraiment l'objet de l'intervention. L'objectif, pour rappel de l'Interpro, c'est fédérer les entreprises de la filière, les représenter auprès des instances économiques et politiques. Et notre idée, c'est de vous aider à développer votre activité, que ce soit les services ou les produits, au bénéfice de la filière. Donc, on a aussi un rôle transverse de promotion des métiers et des formations. Et ça concerne l'ensemble des intervenants. Donc, ça va de la forêt jusqu'à la partie construction. C'est l'ensemble des acteurs. Donc, la partie innovation fait partie du contrat de filière qui est animé par FIBOA Grand Est, ainsi que le plan régional forêt-bois, pour rappel. Donc, Myriam, je te laisse du coup la prise de parole pour une présentation de l'activité. Avant que Myriam prenne la parole, je voulais juste vous dire que si vous souhaitez poser vos questions, il y a un onglet QR qui apparaît en dessous de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et nous les traiterons à la fin. Myriam, à toi. Alors, merci. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je dis oui. J'espère que ça va marcher du premier coup. Voilà. Alors, du coup, est-ce que vous voyez ce qu'il faut? Oui, c'est parfait. C'est parfait? Bon, super. Donc, je suis Myriam Fournier. Je suis, on appelle ça, présidente chez nous du centre INRAE Grand Est Nancy. Et je vais vous expliquer un peu c'est quoi INRAE et l'innovation pour la forêt et le bois. Alors, d'abord, INRAE, c'est ce qu'on appelait avant l'INRA. Donc, maintenant, depuis le 1er janvier 2020, ça s'appelle INRAE. C'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Par rapport à avant, on a attrapé l'environnement. Bon, c'est toute une histoire, c'est la fusion de deux instituts, etc. Et aujourd'hui, on a un institut de recherche agronomique qui est, en termes de dimension, le premier du monde. La France a un lourd passé agricole, mais il n'y a aucun pays au monde qui s'est doté d'une recherche agronomique de cette ampleur-là. Le rôle d'INRAE, c'est donc un organisme de recherche. Donc notre objectif, c'est pas de faire de la R&D, c'est une recherche de pointe, d'excellence, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a des mots un peu pompeux pour ça, qui sont donc aux standards internationaux et qui travaillent résolument dans une vision de création de connaissances nouvelles. Néanmoins, et c'est ce qui distingue INRAE d'organismes comme le CNRS, par exemple, ou des universités, c'est que nos champs de recherche, donc agriculture, alimentation, environnement, forêt, eau, nos champs de recherche, ils sont finalisés, c'est-à-dire que derrière, ils débouchent directement sur des réseaux avec des professionnels, des collectivités et la société, donc une recherche qui se veut utile à la société, aux entreprises. Et en termes d'outils un peu administratifs ou techniques, INRAE a une filiale qui s'appelle INRAE Transfert et qui est vraiment fait pour créer des opérations de partenariat avec des entreprises.
Donc, on veut dire que bien qu'on soit un organisme de recherche fondamental, ou en tout cas académique, on s'est doté d'outils pour transférer et pour travailler avec des entreprises. Et une autre particularité d'INRAE, c'est une décentralisation assez forte. Donc, INRAE est organisé en départements scientifiques nationaux, mais aussi en 17 centres régionaux qui ont des identifiants thématiques un peu forts. Et donc, le centre Grand Est Nancy, depuis, je pense qu'il existe, donc au siècle dernier, il est identifié par les mots-clés, c'est recherche multidisciplinaire sur la forêt et le bois. Donc, on est au cœur, évidemment, de nos domaines. Alors, je vais essayer de vous montrer des exemples d'actions où la recherche qu'on fait INRAE se tourne vers l'innovation. Ce n'est pas forcément si simple que ça de formaliser l'innovation à partir d'une recherche académique. Alors, premier niveau d'interaction avec des entreprises pour faire de l'innovation, c'est d'abord nos outils d'analyse. Donc, à INRAE, sur le site de Champenoux, près de Nancy, on a une plateforme. Alors, une plateforme, c'est une infrastructure. À INRAE, on dit infrastructure scientifique collective ouverte. Ça veut dire un endroit où on rassemble un certain nombre d'apparillages. Et cette infrastructure, elle s'appelle Silvatech, et donc elle est dédiée à l'analyse des écosystèmes forestiers et du bois. L'originalité de cette plateforme, c'est qu'elle n'est pas dédiée à une technologie particulière, mais qu'elle est vraiment dédiée à la forêt et le bois, depuis les échelles moléculaires, donc avec des plateaux de chimie, jusqu'à des choses beaucoup plus larges, puisqu'on a par exemple un scanner à brume qui permet de scanner avec des rayons X ce qui se passe à l'intérieur de pièces d'assez grande dimension. Une soixantaine d'équipements, un pôle donc imagerie rayon X, un pôle imagerie microscope, un pôle plutôt chimie isotopie. Et cette structure, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'elle est faite pour offrir des prestations. S'il y a des choses qui vous intéressent, alors ça peut aller juste de quelques essais, d'un renseignement, enfin, il ne faut pas hésiter. Hein, sur notre site internet, la plateforme, elle donne des contacts, vous demandez, et il y a des gens dont le métier, c'est ça, hein, c'est de répondre. Ils ont une partie de leur fiche de poste qui est dédiée à des interactions avec l'extérieur, et donc ils peuvent vous répondre. Donc là, je vous donne un exemple, par exemple, qui est le travail qui avait été fait avec le LERMAB et l'ENSTIB, où la question, ce n'était pas une question à nous, hein, de la plateforme, hein, c'était de regarder la dégradation de fondations immergées. Et donc, nous, on a amené une prestation d'analyse via notre scanner médical là, qui permet de regarder la densité et donc, du coup, de faire du suivi d'humidité, du suivi de dégradation des bois dans des structures comme ça, comme ces poteaux. Voilà, donc premier exemple. Deuxième exemple, il est peut-être plus évident ou plus historique, hein, mais je pense que ça mérite quand même de le dire, c'est que la recherche, elle contribue à la formation initiale des jeunes. Et aujourd'hui, en France, je pense qu'on commence à se rendre compte, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est connu depuis longtemps, que le doctorat, en France, on est très marqué par nos diplômes d'ingénieur, mais que les gens qui font un doctorat, c'est un projet de 3 ans, si vous voulez, après la fin des études à Bac+5, et c'est aussi un projet finalement qui permet d'acquérir des compétences professionnelles qui sont valorisables par l'entreprise. Donc quelques exemples de docteurs passés par INRAE, donc à des degrés de maturité divers, mais donc vous voyez, EcoSustain, donc il y en a qui créent leur propre boîte. Donc Christophe Calvaruso, il a créé une start-up qui maintenant est plus une start-up, hein, qui s'appelle EcoSustain et qui fait du conseil à la gestion des arbres et aussi à des gestions aujourd'hui de projets d'aménagement un peu territorial. Après, Pierre-Antoine Juste, à l'opposé, c'est un tout jeune, hein, il a soutenu son doctorat en 2018 et il s'est fait embaucher par une boîte qui n'est pas dans la région, hein, qui est au sud, mais qui s'appelle Ombrea et qui s'intéresse en fait au contrôle climatique des cultures. Donc il est un peu sorti du milieu forestier dans lequel il avait fait sa thèse, mais en tout cas il y reviendra peut-être, il valorise bien ses compétences. Un autre, alors qu'il y a un vieux maintenant, là, Renaud d'Aquitaine, il avait passé son doctorat à l'INRA à l'époque en 2005 et depuis, il s'est fixé à Urmat et il est ingénieur méthode chez Siad Brown. Et là, notamment, il est en charge notamment de tout ce qui est mesure et de l'installation du scanner agrume Microtech là, que Siad a installé depuis maintenant quelques années. Puis un autre champ aussi, hein, Jean Croisel, qui avait fait une thèse cette fois en sciences politiques chez nous aussi, à INRAE, qui se retrouve aujourd'hui depuis longtemps embauché au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, où il conseille intelligemment, j'espère, les politiques forestières pour cette région. Voilà, donc ça, c'est quand même une de nos missions importantes et il ne faut pas du tout... des fois, moi, je peux dire... façon de faire de l'innovation, des fois, c'est de faire de la formation. Donc, du coup, le message pour les entreprises, c'est regarder nos jeunes. Un autre type de partenariat, c'est
ce qu'on appelle le poste d'interface. Alors ça, c'est quelque chose que INRAE a mis en place. Donc, un poste d'interface, c'est un projet de R&D, pour le coup, donc c'est vraiment de la R&D, pour 3 ans, qui se fait sur le dos d'un jeune professionnel qui vient de l'entreprise, qui valorise du coup, c'est un projet entre le labo de recherche, disons que l'entreprise a déjà une relation avec le labo de recherche, ils se mettent d'accord sur un projet de R&D, et INRAE est intéressé évidemment par le fait que des professionnels viennent valoriser ses savoir-faire, etc. Donc INRAE finance le salaire de la personne pendant 3 ans. L'entreprise finance le fonctionnement basique, donc s'il y a besoin de consommables, de frais de mission, mais enfin, en tout cas pour l'entreprise, ça coûte finalement assez peu cher parce que c'est quand même le salaire qui coûte cher. Et ces projets, alors il n'y en a pas beaucoup des postes comme ça, mais ceci dit, il n'y a pas non plus forcément beaucoup de demandes parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui est spécifique au secteur forestier. Ça avait été mis en place en fait après la tempête de 99, ces postes-là. Et donc, en gros, à chaque fois qu'on a eu on a eu très peu de projets refusés finalement. Le plus difficile, c'est de les monter. Donc, actuellement en cours, on a cette jeune fille qui s'appelle Julie Thomas, qui est donc au Centre national de la propriété forestière. Ce n'est pas tout à fait une entreprise, mais c'est quand même un projet de R&D au service des propriétaires forestiers. Et elle travaille dans notre laboratoire d'économie qui s'appelle le Beta. Et en gros, ses objectifs de son projet, c'est de mieux comprendre, mieux accompagner les propriétaires forestiers privés, et mieux documenter les outils d'analyse économique. L'apport de la recherche, c'est de lui transférer des connaissances et de la former, et de faire donc une montée en compétences pour l'entreprise CNPF. Et l'apport du CNPF, c'est qu'elle amène des données, puis elle amène sa connaissance évidemment de tout le milieu amont de la propriété forestière privée. Un autre type de collaboration qui est aussi un peu plus élaboré, donc ça c'est un projet de 3 ans, c'est des projets assez longs, c'est le projet où on met en place une équipe de R&D, cette fois sur du plus long terme. Et donc là, l'exemple qu'on a, c'est une équipe qui s'appelle Renfort, Renouvellement des peuplements forestiers, donc il y a une équipe mixte entre INRAE, l'Office national des forêts, l'ONF et AgroParisTech. Alors ça, c'est les partenaires de cœur qui ont monté le truc, mais cette équipe, elle travaille avec les coopératives, elle travaille avec les entrepreneurs de travaux forestiers, enfin, elle travaille avec beaucoup de gens, et elle a été créée aussi avec un soutien de l'État au début pour réussir justement à combler un peu ce gap entre recherche, R&D et application sur ce sujet un peu chaud aujourd'hui, avec le plan de relance, il est plus que chaud, là, du renouvellement des peuplements forestiers. Voilà, donc, historiquement, on appelait ça la mission herbicide, c'était fait pour comment on allait réussir les plantations forestières dans un contexte où on n'avait plus le droit aux herbicides. Et puis petit à petit, cette équipe, elle a fait ses preuves, elle a pris de l'ampleur. Et notamment, elle gère des dispositifs expérimentaux de plantation expérimentale ou de maintenant régénération naturelle aussi sur toute la France. Mais vous voyez que comme elle est née dans le Grand Est, la carte de France avec les étoiles, là, alors quand on dit dispositif, c'est gros un dispositif. Bah, évidemment, les dispositifs, ils sont pas mal concentrés dans le Grand Est. Vous voyez en dessous, là, vous avez une petite forêt de logos. Là, c'est tous les partenaires en fait, de ces projets-là, dans lesquels on voit par exemple le FCBA qui interviendra après moi. Voilà, donc la personne qui s'occupe de cette équipe, c'est Catherine Collet, qui est chercheuse à INRAE. Un projet sur lequel il communique pas mal en ce moment, c'est le projet PIF, la plantation innovante, plantation forestière innovante, qui bénéficie de financements régionaux et de fonds européens. Donc ça, c'est l'équipe mixte. Donc ça, c'est un travail d'un peu de longue haleine. Ça demande vraiment d'installer une confiance et un partenariat sur le long terme. Mais il faut savoir qu'il y a plein de dispositifs de la recherche publique en fait, qui permettent de faire ça et qu'on utilise en fait, finalement très, très, très peu. Donc il ne faut pas hésiter, à mon avis, à essayer de faire des choses comme ça. Et évidemment, pour nous, c'est plus facile de travailler avec la grande entreprise publique qui est l'ONF, mais c'est dommage qu'on ne pousse pas un peu plus les possibilités vers des PME ou vers des boîtes un peu plus petites, parce que je pense qu'il y a moyen, et avec cette expérience avec l'ONF, je pense qu'aujourd'hui, on serait mûr pour faire d'autres types de projets. Autre chose, c'est qu'on est en pleine réflexion dans la recherche un peu académique sur comment justement nos connaissances, les connaissances qu'on produit, comment elles produisent après un impact. Le mot-clé, c'est impact, donc voilà, comment elles percolent dans les pratiques, et comment elles passent de la recherche à l'innovation. Et de plus en plus, on est sorti de l'idée un peu naïve qui était les labos produisent des connaissances et puis on les range dans des tiroirs et puis on va attendre qu'il y ait des gens qui viennent les chercher. Donc on essaye de s'intégrer dans des projets d'innovation alors qu'ils sont un peu formalisés. On parle d'innovation ouverte, on parle d'innovation par les usages, on parle des 4P, la partenariat public-privé, je ne sais plus ce que c'est le 4e P, là.
Et voilà. Et donc des exemples d'un projet qui est un peu exemplaire en ce sens, là, c'est un projet qui s'appelle Extraforest, là, innové pour la chimie du bois, qui a fait récemment un diverticule qui est Extra Gemest, où là c'est l'idée de voir comment on peut relancer des filières de gémage. Alors, on est bien dans la logique actuelle où la chimie du bois, on peut être pour, on peut être contre, on peut dire que c'est le miroir aux alouettes et qu'on n'en sortira rien, on peut y croire en disant que ça va faire des choses à la rajouter, mais en tout cas, ce que visent ces projets, c'est d'explorer, on n'est pas encore au stade encore forcément du déploiement à grande échelle, mais au moins d'explorer la possibilité de tirer de la valeur ajoutée de ces molécules qui sont dans le bois et qui peuvent servir à plein de choses, cosmétiques, pharmacie, peinture, matériaux, etc. Dans ces projets, aussi bien Extraforest que Extra-Gemest, qui ont largement communiqué, le but, ce n'est pas de la chimie de masse, ce n'est pas la cellulose ou la lignine qui est visée, c'est plutôt des petites molécules qui peuvent avoir un intérêt très particulier, mais qui sont en petite quantité. Et vous voyez où on en est, là, récemment, une communication. Reste à trouver les industriels qui veulent investir. Voilà. Donc, je crois qu'ils sont un peu allés au bout de leur démarche. Là, ils ont fait l'étude de marché, tout ça, mais maintenant, il faut espérer que ça prenne. Après, je vais finir par des choses qui sont vraiment complètement innovantes, auxquelles vous ne pensez pas forcément. On voit bien aujourd'hui, notamment avec Covid, là, le conseil scientifique là, qui décide tout pour nous, là, ces médecins là, qui savent tout, le poids que peut prendre, la difficulté aujourd'hui de prendre des décisions et le poids que peuvent prendre les croyances ou les idées reçues, les opinions, etc. Je pense que dans le secteur forêt-bois, on n'y échappe pas, hein, ne serait-ce que parce que nos concitoyens sont assez peu, voient de moins en moins que la forêt, ça produit du bois et ça conduit à des conflits qui peuvent des fois empêcher la filière où les gens travaillent. Et donc, on n'a pas de réponse absolue à ça, mais une réponse, c'est d'éduquer le citoyen en développant son esprit critique pour qu'il ne soit pas enclin à croire celui qui parle plus fort. Et donc ça, c'est une mission qu'on a depuis toujours, hein, c'est ce qu'on appelle la culture scientifique et technique, mais récemment, ça a pris une nouvelle forme, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire c'est vraiment faire des projets où les chercheurs travaillent avec des gens, pour faire ensemble avancer la recherche. Et nous, on a développé un concept à INRAE d'une plateforme qui est vraiment faite pour ça, qui s'appelle Tous Chercheurs, où on a des labos, où on a des gens formés, c'est-à-dire que ce n'est pas les chercheurs, il faut être un professionnel de ça, c'est-à-dire travailler, faire de la recherche avec des non-professionnels de la recherche, en soi, c'est un métier. Et donc, on a des gens qui sont formés spécifiquement pour ça, on a des labos spécifiquement pour ça. Et le projet emblématique qui est connu aujourd'hui dans la France entière et qui est notre tête de gondole, qui est la publicité de ça, c'est le projet qui s'appelle CITIC. Et donc, l'idée de CITIC, ça a été de développer une observation de toutes les tiques mordeuses. Et donc, l'idée derrière, c'est de faire de la prévention de la maladie de Lyme et donc d'avoir une ticothèque. On a une ticothèque. Les gens si vous êtes mordu par une tique, vous avez une application qui vous permet de géolocaliser où vous êtes fait mordre. Enfin, vous mettez un petit peu d'informations. Vous envoyez la tique piqueuse et après, dans nos laboratoires, avec des citoyens, parce que c'est eux-mêmes qui vont faire les analyses, on regardera si ces tiques étaient infectées. Et ça a donné déjà plein de résultats, ces tiques tout à fait intéressants. Par exemple, on sait aujourd'hui que finalement, il y a beaucoup de gens qui se font mordre en dehors de la forêt. On sait dire les pourcentages de tiques infectées, c'est-à-dire celles qui portent la bactérie responsable de la maladie de Lyme et celles qui ne portent pas. On commence à voir aussi qu'il y a des gens qui sont prédisposés et on commence aussi à travailler avec des fabricants de textiles ou de produits répulsifs, justement, qui vont utiliser ce dispositif pour évaluer l'efficacité de leur mode de prévention. Alors, CITIC, c'est la tête de gondole, mais on peut en inventer d'autres. Donc, notamment, on a des choses aujourd'hui sur l'observation des sols. On a aussi des choses sur l'observation, puisque les citoyens se plaignent que l'exploitation forestière, ça massacre les forêts, il faut peut-être les utiliser et faire avec eux pour aller voir vraiment comment ça se passe sur le terrain. Donc ça c'est un projet aussi. Aidez-nous à évaluer si la récolte de bois sur le terrain est durable. Derrière, ça fait du boulot, en fait, c'est-à-dire que là, ça crée des emplois, des startups. Et le truc aussi dans lequel on rêve en termes de partenariat avec des entreprises, ça serait, on reçoit des citoyens pour faire des analyses et on s'est aperçu que ces groupes de citoyens qui viennent travailler pendant un week-end sur l'analyse de tiques, par exemple, ça fait du team building, en fait. C'est-à-dire que ça crée une solidarité, des relations intergénérationnelles, ça fait réfléchir les gens ensemble, parce que ce n'est pas que des techniciens, ils ne font pas juste ces analyses, ils posent une question, ils se donnent un moyen, ils expérimentent pour y répondre.
Et donc, on pense qu'il y a un créneau, mais on l'a encore jamais expérimenté. C'est pour ça que je teste devant vous. On pense qu'il pourrait y avoir des projets, des entreprises qui nous commanderaient des stages. Alors, le coût ne serait pas forcément exceptionnel, mais vous voyez, moi je dis, les entreprises, elles payent des stages de saut à l'élastique à leur personnel pour qu'ils s'entendent. Moi, je pense que ça serait aussi malin de payer des stages d'éducation à la démarche scientifique, et ça profiterait à tout le monde, surtout si en plus c'était des projets scientifiques sur des sujets qui vous intéressent. Autre façon de pratiquer le lien recherche-innovation, hein, c'est l'idée aussi qu'on ne peut pas faire de l'innovation, on ne peut pas suivre le truc de la montée en TRL un peu classique, c'est-à-dire il y a une idée, puis après on fait une invention, et puis après on attend que quelqu'un s'en empare, etc. Donc l'innovation par les usages, ou l'innovation ouverte, c'est l'idée qu'il faut co-construire ou co-créer avec les gens, donc c'est aussi des choses assez formalisées. On a essayé d'adapter à des questions forestières. Et donc là, par exemple, c'est un garçon qui s'appelle Maxence Arnoux qui fait une thèse en ce moment, à la fois avec mon laboratoire et puis avec justement ces laboratoires spécialisés dans ces façons de pratiquer l'innovation. Et la question difficile à laquelle il s'attaque, c'est comment mieux gérer la toute petite forêt privée, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y ait des bois qui sortent de cette petite forêt privée, et comment faire en sorte que les propriétaires, qui savent des fois même pas qu'ils ont une forêt, soient mieux investis. Et donc, Maxence, il a imaginé tout un tas de leviers d'action qui, justement, nous amènent à travailler avec les gens qui sont directement en contact avec ces petits propriétaires. Et puis, il y a aussi une idée qui a émergé, toujours en co-création, hein, c'est que finalement, c'est à l'échelle du petit territoire, sans doute que c'est le plus facile de trouver des leviers d'action. Donc, il avait déposé un projet d'atelier communaux là, au concours La Canopée d'innovation sur la filière forêt-bois, et il est allé jusqu'à la finale régionale. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je suis à la disposition de tous ceux qui voudront me poser des questions. Merci. Donc maintenant, la parole va être au cri de bois. Donc, je vous laisse continuer ce webinaire. Est-ce que c'est bon là? Non, c'est pas bon, parce qu'il doit y avoir un double écran en fait. L'idéal, c'est de passer sur un écran simple et de mettre en plein écran. C'est en plein écran, il y a un truc qui s'appelle basculer du mode présentateur au mode je sais plus quoi, là, je sais plus où c'est. Ouais, ça m'est pas arrivé encore. Alors... ok, non, c'est pas ça du tout. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Paramètres d'affichage en haut. Ah ben tu vois, oui, mais on n'a pas... Hop là. Non, on ne peut pas changer. Ouais, c'est ça en fait, hein, mais ouais, ça ne me donne rien du tout. Désolé, je suppose que... Sinon, je passe la présentation. Prends la main, ouais, si tu veux bien. Je prends la main, ouais. C'est bon? Ah oui, moi je l'ai. Voilà. Est-ce que c'est bon, Stéphane? Ok. Bon, hein, je crois que je peux y aller là. Bon, bonjour à tous. Donc, Alain Contal, directeur du Cri de Bois. Alors, le Cri de Bois, donc, nous sommes une association, hein, loi de 1901, donc une petite entité qui est basée donc, sur le campus de Bois à Épinal. Si tu veux, Stéphane.
Je crois qu'il ne m'entend plus. Voilà. Et donc, le Crit de Bois a été créé donc en 1986 pour faire le lien, en fait, entre le campus Bois, c'est-à-dire l'Université de Lorraine, avec, bien sûr, l'école du Bois, l'ENSTIB, qui est le point d'orgue du campus d'Épinal, et donc la transition entre ce campus et les entreprises. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, on a une petite entité, on est une douzaine de personnes. Donc, on travaille bien sûr avec les gens du campus de l'ENSTIB, donc, et puis avec aussi alors, les centres de recherche et laboratoires, à savoir l'ERMAB qui a été cité et qui a une antenne qui est présente sur le campus, le CRAN, donc de recherche en automatique de Nancy, qui est présent aussi sur le campus à Épinal, et puis aussi l'Institut Jean Lamour. Donc, voilà. Et puis, on travaille bien sûr en étroite collaboration, comme ce soir, avec des relais professionnels, Interpro, FIBOIS, organisations professionnelles, syndicats métiers, etc. On est essentiellement tourné donc vers les entreprises. Et on veut répondre en fait par et nos méthodes aux enjeux de la filière bois. On est solidement ancré aujourd'hui, puisque maintenant on a 34 ans, bientôt 35 ans d'existence, on est solidement ancré dans le monde industriel et les entreprises maintenant nous connaissent bien. On essaie à la fois de conjuguer du conseil, des expertises industrielles, et puis aussi, pour un certain nombre d'entreprises, des compétences en innovation et en expérimentation. On bénéficie en fait pour ce faire de tout l'équipement qui se trouve sur le campus. Alors, le Crit de Bois est, je tiens à le rappeler, un CRT, donc un centre de ressources technologiques. Il est membre du PRET, donc du pôle régional de recherche et des transferts de technologies. Voilà. Donc, alors, on est organisé, donc, la douzaine de personnes autour de 3 pôles d'activité. Un premier pôle qui concerne le matériau bois et tout ce qui est chimie, mais chimie biosourcée, bien sûr, et issue du bois. Un pôle complètement différent d'ingénierie numérique, alors où on s'occupe essentiellement de l'usine du futur, de l'usine 4.0 et du développement, on va dire, numérique au sein des entreprises. Et puis un troisième pôle, complètement différent, mais qui a vraiment aujourd'hui le vent en poupe, qui touche à la construction bois, aux produits bois et aux bâtiments durables. Avancer. Je ne vais pas détailler tout ce qui est affiché là, mais en gros, pour résumer, sur le pôle matériaux et chimie biosourcée, on travaille essentiellement sur de la recherche de nouveaux produits et du développement de nouveaux produits, sur la modification des bois pour les rendre durables, et on fait bien sûr un certain nombre d'essais, puisque nous, on n'a pas justement de recherche fondamentale, on est plutôt en recherche et développement. On fait des essais de finition, de dosage de matière active. Pour ce qui est ingénierie numérique, eh bien, on accompagne les entreprises dans leur développement numérique. Ça peut être de l'achat simplement, de l'investissement en termes de machines à commande numérique, jusqu'à l'implantation, l'aide à l'implantation d'un ERP au sein d'une entreprise. Tout dépend du niveau de maturité de l'entreprise. Pour ce qui concerne la construction et les bâtiments durables, on travaille essentiellement sur de la conception et de l'amélioration de produits que développent les entreprises, sur, bien sûr, les calculs de structure. Il vaut mieux que ça tienne debout, hein, c'est mieux. Et puis, justement, on est doté là d'une plateforme d'essai, en particulier d'une plateforme d'essai mécanique, et tous les essais etc. Et sur la plateforme, on peut faire des essais grandeur nature.
Pour vous parler de l'innovation, en fait, on a choisi en fait trois exemples un peu emblématiques du CRIT, mais tout ça pour dire que on peut travailler sur différents sujets. Alors, dans les trois exemples, on a pris le tri en ligne de déchets bois pour l'industrie du panneau de particules. Donc, c'est un projet qui date un petit peu, mais qui s'est terminé il n'y a pas très, très longtemps. Un autre exemple complètement différent sur le matériau d'accompagnement d'une entreprise sur la production d'un isolant biosourcé. Et dans un tout autre domaine, la modification chimique du bois de hêtre pour le rendre durable. Je vais passer la parole à Eric qui va vous parler effectivement de tri en ligne de déchets de bois. Oui, donc bonjour à tous. Donc le premier projet donc concerne le tri des déchets. Alors si on regarde les chiffres 2015 de l'ADEME, hein, les déchets de bois valorisés sous forme matière par les fabricants de panneaux de particules, ça représentait en 2012 environ 800 000 tonnes. Et donc parmi ces déchets, il y a des déchets qu'on appelle de classe A et des déchets de classe B. Alors il faut savoir que le taux d'incorporation de ces déchets dans les panneaux, il est très variable. Et il est directement lié au maintien des propriétés mécaniques du panneau et donc du type de déchet qui va être incorporé. Alors un exemple de déchets qui pose de gros problèmes aux panneautiers, hein, c'est les déchets de panneaux de fibre, hein, de type MDF, parce qu'une fois broyés, ils se présentent sous la forme de poussière. Alors, les sites, les fabricants de panneaux de particules qui acceptent des déchets de classe B sont généralement dotés de capacités de broyage et de tri. Alors, c'est des tris simples, hein, mécaniques. Hein, l'objectif, c'est surtout d'éliminer les grosses particules solides type cailloux, verre, etc. Alors, l'objectif de l'innovation qu'on présente, c'était de développer une méthode de tri optimisée qui permet, dans le but d'intégrer encore plus de déchets de bois, principalement de type B, dans les panneaux, tout en conservant donc leur qualité mécanique. On peut passer à la diapo suivante. Donc, le projet qui s'appelait Trispira Bois, donc il a été réalisé entre 2013 et 2018, donc était financé par le Fonds unique interministériel 15, et il rassemblait donc plusieurs partenaires, donc un fabricant de panneaux de particules, Eguerre-Ambert-Villers, une société donc, qui fabrique des machines de tri, Pélinck, deux laboratoires de l'Université de Lorraine, le LCPME et le CRAN, et le CRIT Bois. Donc l'objectif, c'était vraiment de développer une méthode de tri. Alors on avait choisi une méthode qui s'appelle la spectroscopie proche infrarouge. Et l'objectif, c'était de répondre aux attentes de Eguerre, à savoir séparer donc un flux de déchets de bois B en 4 fractions. Donc une fraction dite de bois pur, qui rassemblait par exemple le bois brut, le contreplaqué, l'OSB, une fraction donc de panneaux de particules, une fraction dite recyclable, qui pouvait intégrer leur cycle de tri actuel et de nettoyage actuel, et une fraction indésirable qui comprenait notamment le panneau de fibre. Alors, on peut passer à la diapo suivante, je vais essayer d'aller rapidement. Le but, donc, comment on s'est organisé? Donc, ça s'est déroulé en 3 grandes étapes. On a réalisé une grosse base de données de déchets à partir de déchets réels. Hein, il y en avait près de 900 qu'on a sélectionnés. On a ensuite fait l'acquisition de spectres proche infrarouge. Alors, juste pour un aparté, hein, la spectroscopie proche infrarouge, c'est basé sur l'interaction d'un rayonnement avec la matière. Hein, donc, l'absorption de ce rayonnement, il est directement proportionnel à la composition chimique de la matière. Donc, ça donne des informations sur la structure. Donc, une fois qu'on a réalisé cette base de données, il a fallu développer des algorithmes de traitement de ces données spectrales. Donc, ça couple du traitement du signal, de la statistique, des algorithmes mathématiques, etc. Une fois qu'on a développé ces nouveaux algorithmes, on a développé un prototype industriel. Alors, la base de données, vous voyez, elle fait à peu près 4500 spectres, donc elle est à disposition de tout labo qui veut utiliser cette base de données. Donc, elle est mise à disposition par le CRAN.
Les développements méthodologiques, ils ont été faits dans le cadre de deux thèses, hein, de deux personnes, donc Laila Belmarnia et Ying Song. Donc, deux thèses qui ont permis de développer les algorithmes, de traiter les images, d'améliorer la qualité des images. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces développements méthodologiques, il fallait les adapter pour les intégrer donc dans le démonstrateur industriel, en sachant que le tri tel qu'il était envisagé, hein, c'est un tri en ligne, comme pour les matières plastiques, c'est-à-dire que vous avez les déchets qui sont répartis sur une bande transporteuse. Ces déchets passent sous des lampes. Ils sont donc illuminés par des lampes. On récupère donc la partie dans le proche infrarouge qu'on va analyser très rapidement. Et ensuite, on va souffler les déchets, les morceaux de déchets donc broyés entre ceux qu'on veut garder et ceux qu'on veut éliminer. Donc, juste pour vous dire, hein, entre le moment où on fait l'acquisition du spectre et le moment où il faut prendre la décision, c'est environ 1/10 de seconde. Donc, il faut que les algorithmes aillent très, très vite. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de développement méthodologique. Donc, les résultats du projet, ça a été le développement pour l'entreprise d'un nouveau cœur optique, c'est-à-dire qu'on est passé de 16 longueurs d'onde qui permettaient de caractériser les déchets à 20. Donc, il a fallu modifier un peu cette optique, adapter les logiciels, adapter l'électronique. Et ensuite, on a intégré donc ce nouveau cœur dans une machine prototype et on a fait des tri de déchets de bois réel, donc en conditions industrielles. Et donc, il faut voir que maintenant, cette solution, elle est commercialisée donc par Pelin-Questé et avec, depuis 2018, quelques améliorations sur ce prototype. Voilà. Je prends la suite. On a varié volontairement le choix des innovations qui ont été faites au sein du CRIT, qui ont été menées par le CRIT, pour, on va dire, représenter un petit peu le spectre de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut développer ici sur le campus. Alors là, il s'agit en fait de l'accompagnement d'une entreprise de production d'un isolant biosourcé. En fait, à l'origine, c'est un industriel du groupe ID, en fait, qui faisait du carton et qui découpait du carton et qui, à chaque fois qu'il découpait du carton, avait des copeaux, enfin des copeaux de carton. Et qui s'est posé la question, alors il y a très longtemps, en 2011-2012, de comment est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser en fait ces copeaux de carton, cette ouate de carton. Alors, donc, en collaboration avec le CRIT, dans les années 2012-2013, les bases ont été jetées avec une étude de l'état de l'art, ce qui pouvait se pratiquer, une analyse de marché, effectivement, sur l'utilisation de cette ouate de carton. Il y a eu des tests sur une ligne un petit peu similaire louée. Elle a été louée, enfin, elle est loin même, puisque ça s'est passé en Estonie, ça, je crois, en tout cas dans les pays baltes. Un essai en laboratoire comparatif, et puis tout ça a conduit à la validation de l'idée qu'on peut faire quelque chose et développer, on va dire, un isolant biosourcé à partir effectivement de chutes de carton. Alors bon, 2013-2015, toujours avec le CRIT, finalisation et optimisation de la recette. Recherche de matériel, alors là, on rentre dans une phase, on va dire, beaucoup plus active, mais c'est souvent en fait ce que l'on pratique ici au CRIT. On aide les entreprises effectivement dans la recherche de matériel d'investissement, rédaction du cahier des charges, technique bien sûr et administrative, et consultation et sélection de fournisseurs. À la fois là, dans ce cas-là, ça a été pour une ligne de défibrage et une ligne de tri de carton. Le matériel a été fabriqué, enfin retenu, a été fabriqué
aux USA. Donc, il y a eu une réception de la ligne aux USA et puis donc le transfert bien sûr en France. L'entreprise est située donc à Chalon-sur-Saône et lancement de la ligne est mis au point. Et puis après, donc toute la partie, on va dire, très, très administrative, dossier de déclaration, accompagnement. Après, mise en route de la ligne de production, pilotage, organisation de la ligne de production et mise en place du laboratoire de contrôle au sein de l'entité. Et enfin, pour le produit, l'accompagnement vers un dossier ATEX, d'avis technique mental, et puis lancement de la production, présentation du dossier. On peut peut-être passer voilà, au slide suivant. Encore le suivant, s'il vous plaît, puis on reviendra en arrière. Ah ben non, oui, excusez-moi, c'est moi qui l'ai sur. Excusez-moi, non, excusez-moi, c'est moi qui ai une bêtise, voilà. Donc, je vais présenter donc, le cœur de ligne. Alors, c'est la ligne, c'est le schéma de la ligne qui a été implanté avec tout au début, bien sûr, l'entrée du carton en vrac, une ligne de tri, un pré-broyeur, hein, transforme le carton en bandelette, et puis un broyeur, puis un défibreur. Donc, le broyeur part des bandelettes et fait des petits morceaux de carton en timbre-poste. Le défibreur et la zone où arrivent des additifs où on rend cette boîte de carton durable, en fait, hein, et puis on la préserve, bien sûr. Ensuite, un silo de stockage, un compactage et une mise en sac, et puis la constitution des palettes et l'image des palettes pour en faire un produit commercialisable. Alors, il y a eu une suite menée donc, sur l'amélioration du produit, à savoir donc l'accompagnement global pour avoir d'autres avis techniques sur 3 applications, le soufflage, l'insufflation et le projeté en humide, qui sont en fait des techniques d'isolation qui sont aujourd'hui pratiquées de manière très commune chez les particuliers, en particulier dans les maisons. Et l'autre point, pour être complet, le remplacement en fait d'un certain nombre d'additifs qui étaient purement chimiques au départ par des produits biosourcés. Et c'est exploité au sein de la société Novidem, donc je vous ai dit à Chalon-sur-Saône. Ça, c'est dans l'ADN du CRIT de pouvoir aider les entreprises tout au long de la mise en place d'un processus industriel. Alors, rapidement, donc un troisième projet qui concerne donc, le bois de hêtre. Hein, l'idée, c'est d'essayer de trouver des méthodes pour améliorer ses propriétés, notamment améliorer sa durabilité naturelle, essayer de rendre ce bois plus durable, essayer aussi de le rendre plus stable pour développer donc, de nouvelles applications du bois de hêtre, notamment en extérieur. Alors la solution développée, c'est de réaliser un composite, donc à partir de hêtre massif, et tout en essayant de s'inscrire dans une logique de développement durable et de développement économique, donc au niveau régional. Alors, cette idée, elle s'est développée en 2 temps, donc c'est la diapo suivante. Donc, un premier projet qui s'appelait donc Furalor, qui a été réalisé entre 2013 et 2017. Donc, il rassemblait 2 entreprises, c'est pareil que c'est Métallerie du Sud-Lorrain, Messel, un laboratoire, le LERMAB et le CRIT bois. Donc, l'idée, c'est de partir du bois de hêtre, de l'imprégner d'un monomère qu'on appelle de l'alcool furfurylique, qui s'appelle de l'alcool furfurylique, et de faire polymériser in situ, donc c'est-à-dire à l'intérieur du bois, ce polymère, pour améliorer donc les propriétés du bois de hêtre. Alors,
Au cours du projet Furalor, on a travaillé en 2 temps. Donc, tout d'abord, à une échelle laboratoire, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre au point une production d'alcool sulfurique, donc le monomère, à partir de sciure de hêtre. Donc, on a démontré que c'était possible, même si économiquement, c'est peut-être pas encore concurrentiel par rapport à ce qui est produit en Chine, mais bon, on peut y arriver. On a ensuite on a mis au point et optimisé le procédé de furfurilation du bois, et puis on a caractérisé donc les propriétés du composite obtenu. Et ensuite, on est passé à une échelle prototype, un petit prototype donc, qui a été développé dans l'entreprise MSL, Métallerie du Sud Lorrain, où on a fait là des essais de traitement en plus grande dimension, c'est-à-dire qu'on peut traiter des planches de 1 mètre de longueur. Alors, cette idée de furfurilation n'est pas vraiment nouvelle, hein, parce que ça se fait déjà par les pays nordiques sur du pin radiata notamment, hein, c'est ce qu'on appelle le bois kéboni. Mais nous, on a essayé donc de l'adapter au bois de hêtre, parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire hein, avec ce bois. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travaux à poursuivre. Et donc, c'est l'objet de la slide suivante, c'est la suite de Furalor, qu'on appelle Furalor 2, où on continue à travailler sur ce procédé. Donc ça, c'est un projet qui a été retenu dans le cadre du territoire d'innovation des hommes et des arbres. Donc il rassemble toujours la métallerie du Sud Lorrain, le Lermab et le Cri de Bois. Donc là, on essaye d'optimiser les conditions de traitement, fabriquer donc des démonstrateurs, essayer de montrer ce que ça peut donner, hein, des objets fabriqués à partir de hêtre furfurilé, comment ça peut se comporter en extérieur. Et puis, on essaye aussi de réaliser, on va réaliser des études de propriété intellectuelle et des études de marché pour décider ou non d'un développement de ce procédé à plus grande échelle. Voilà, donc ça, c'est prévu sur les 2 années qui viennent. Voilà. Ouais. Donc, pour prendre la suite, pour rentrer dans les détails, c'est pour montrer un petit peu tous les domaines que couvre le Cri de Bois. En particulier pour le domaine du pôle construction de bois. Aujourd'hui, il était prématuré d'en parler, mais le Cri de Bois travaille sur un projet collaboratif avec une entreprise et avec l'aide aussi de la région Grand Est au développement d'un modèle constructif. Alors là, on sort complètement des exemples que l'on a précédemment cités. C'est un modèle constructif innovant en 3 dimensions. C'est un projet qui va durer de 2020, il ne s'est pas passé grand-chose, mais 2021 à fin 2022, et il doit déboucher donc sur un avis technique. Et l'idée est de réduire au minimum le temps chantier, le temps entre la commande de la maison et l'occupation de la maison par les gens qui l'ont fait bâtir. C'est bon. Ok, on peut... Donc maintenant, c'est Nathalie qui va continuer à intervenir pour le FCBA. Nathalie, je te laisse prendre la main. Alors, normalement, ça va arriver. Tu me dis, Stéphane? C'est bon, il faut mettre en plein écran et c'est bon, nickel. Oui, c'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis Nathalie Mignonetto, je travaille au FCBA. FCBA, c'est Forêt, Cellulose, Bois Construction, Ameublement. On est un centre technique industriel. Et ce que je vais essayer de vous parler de transférer l'innovation tout au long de la filière bois, parce que nous, on est sur toute la filière. Et j'ai voulu illustrer ce propos par quelques exemples de technologies applicables aux entreprises. Alors, tout d'abord, le FCBA, on a un centre technique industriel au cœur d'un écosystème d'acteurs. On est adossé à la 14e filière stratégique nationale CNI, donc le Conseil national de l'industrie filière bois. Environ 300 personnes pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Et on est vraiment au service des entreprises de nos secteurs professionnels cœur de cible que sont la forêt, l'approvisionnement à la première transformation, le bois construction à l'ameublement. Mais nos marchés sont beaucoup plus larges que ces 4 mots parce qu'on va de la forêt, mais on parle aussi de récolte ou exploitation forestière avec tous les problèmes inhérents, Myriam nous en a parlé, avec cette acceptabilité.
Et puis le bois, ben, c'est quand même de la matière première, donc on l'envoie dans les scieries, dans les pâtes à papier, pour de l'emballage, des panneaux, de l'énergie, des charpentes, des menuiseries, de la construction bois en général, l'ameublement et l'aménagement, mais aussi environnement et matériaux biosourcés. Avec toutes ces thématiques, on peut vraiment jouer et innover avec nos entreprises. On est au service d'une ambition. On veut renforcer la compétitivité des entreprises françaises face à la mondialisation et à la concurrence intermatériaux. FCBA est à l'écoute des entreprises, ça c'est un mot important, écouter, et pour les aider à intégrer des innovations technologiques et s'adapter à l'évolution rapide des marchés. Nos grands métiers, alors il y en a beaucoup, 300 personnes, ça fait peut-être 300 métiers différents, mais on travaille surtout sur tout ce qui est consultance, appui technique, innovation. Donc là, dans les entreprises, avec une ou plusieurs entreprises en même temps, on travaille évidemment sur tout ce qui est test et caractérisation, évaluation, certification, formation. On est surtout sur de la formation en entreprise, donc la formation continue, et de la recherche partenariale parce qu'on aime bien faire des choses ensemble et avec d'autres personnes. Alors, l'innovation, je ne vais pas vous refaire tout ce qui est la définition de l'innovation. Généralement, quand on est au contact d'une entreprise ou d'un industriel, et bien, la première question, c'est comment je fais pour? Comment je fais pour arriver d'une connaissance scientifique, la faire sortir du laboratoire et arriver jusque dans l'entreprise pour l'utiliser et la vendre. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est comment je fais pour préserver la santé des opérateurs. Donc là, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Exos et on a travaillé sur l'utilisation d'exosquelettes pour le travail en forêt pour rendre les métiers de l'exploitation forestière et des travaux sylvicoles moins contraignants, physiquement et plus attractifs. Si on veut garder nos gens en forêt, il faut que ce soit un petit peu plus… alors, j'ai mis un Robocop, on ne va pas faire Robocop, mais si on peut les aider à être moins fatigués, ce serait déjà énorme. Donc, on a travaillé sur un projet qu'on a appelé Extrafor, non pas Extraforest, mais Extrafor, avec l'entreprise Exos. C'était un appel à projet innovation investissement pour l'amont forestier. Et ce qu'on a travaillé avec eux, c'est adapter des exosquelettes existants, c'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer la Lune, mais travailler avec des entreprises qui sont spécialisées sur les exosquelettes, et on les a adaptés aux conditions et spécificités techniques des opérateurs forestiers pour préparer l'industrialisation et la commercialisation de ce nouvel exosquelette. Et là, on en est sur les tests terrain qu'on est en train de lancer. Donc là, il y a… la semaine prochaine, sur le salon Forestinov, il y a une conférence justement sur ces exosquelettes. Et là, on voit les opérateurs avec des tronçonneuses et des broussailleuses. C'est du vrai travail sur le terrain et ils sont avec l'exosquelette qui va les aider à tenir plus longtemps ces outils qui, au bout d'un moment, sont très lourds et qui vont les aider à travailler. Donc là, il y a un petit film que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, pour voir comment ça fonctionne. Donc, on en est sur les tests terrain et les gens qui l'ont utilisé sont assez contents. Autre innovation, comment je fais pour rester au chaud et mesurer en forêt? Voilà, donc vaste programme. Moi, j'ai beaucoup de gens qui vont en forêt mesurer, ça prend du temps, c'est longtemps, et puis on a des mesures de temps en temps. Est-ce qu'on voudrait savoir des mesures beaucoup plus souvent, tout le temps? Et puis, si on pouvait avoir plein de mesures, on pourrait modéliser. Ce qu'on a imaginé, c'est de travailler sur un projet qu'on a appelé Cap Forêt, Cap pour capteur et puis forêt pour forêt. Et on a travaillé sur les objets connectés pour les mettre au service des écosystèmes forestiers. Le projet, qui vient de se terminer, consistait à développer et tester en situation réelle, donc on est allé en forêt, tout un réseau de capteurs, de mesures connectées pour le suivi des écosystèmes forestiers dont les coûts permettent un usage inédit à grande échelle pour les praticiens. C'est-à-dire qu'on voulait aussi des capteurs qui fonctionnent, mais qui ne soient pas très chers. On a travaillé sur 4 thématiques en particulier: la croissance en diamètre des arbres, l'écologie du rajeunissement naturel, et pour ça, on a travaillé sur la lumière, l'engagement des machines selon la portabilité des sols forestiers, et là, on a travaillé sur l'humidité des sols, et la gestion des piles de bois énergie selon leur taux d'humidité. Donc, le logo Cap Forêt, ça veut dire voilà, la forêt connectée et comment est-ce qu'on peut récupérer ces données directement au labo avec des partenaires. C'est un projet Interreg avec des partenaires suisses, mais aussi la CFBL et Forêt Bois de l'Est, et une société, Tétraèdre, une société suisse qui est spécialisée dans la fabrication de capteurs.
Alors, on a créé, donc là c'est opérationnel, un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'on a mis des capteurs sur le sol. Je ne vais pas tous vous les décrire, mais en fait, donc on a mis des capteurs. Les capteurs, on a mis des cartes SIM qui vont émettre et qui vont envoyer toutes les données sur un serveur FCBA et on va récupérer directement au bureau les données. Ce qui fait que sur les différents sites, on peut avoir différents capteurs, des données brutes, des données calibrées après, et on récupère au laboratoire, à la maison, sur l'ordi, directement la pluviométrie et puis la réaction des différents capteurs. Et par exemple, là, c'est l'exemple d'un capteur pour la praticabilité des sols. Donc, en fonction de l'humidité, on voit la courbe de l'humidité du sol. Et ce qu'on voudrait après développer, c'est au-dessus, il ne faut pas y aller parce que le sol n'est pas assez portant. En dessous, on peut y aller, le sol sera portant. Et on a aussi instrumenté des piles de bois énergie. Et on a vu que, on arrive à mesurer la perte d'humidité de la pile de bois, sachant que souvent les problèmes, c'est quand la pile est exploitée et que le bois n'est pas assez sec. Donc là, on pourra voir si l'état de séchage de la pile est correct ou non. Ensuite, on travaille sur comment je fais pour parler le même langage. Pour innover dans ces problématiques-là, on a travaillé avec des gens qui travaillent sur l'exploitation forestière, ils font des machines d'exploitation forestière, et on a mis au point une chaîne numérique d'information au service de la compétitivité des entreprises. Ce qu'on veut, c'est dématérialiser ces données d'informatique et puis vraiment les utiliser et transmettre les données récupérées à la production en version numérique et aux entreprises partenaires. Et là, on a travaillé sur des outils, aussi bien web que petit téléphone, et puis utiliser des fichiers machines, avec, alors du coup, on travaille avec Komatsu, Ponce et Jundir, mais c'est important aussi d'avoir un langage commun pour avoir des transmissions automatiques. Vaste programme. On a bien vu qu'avec le Covid, si on est coincé à la maison, c'est quand même pas mal de pouvoir transmettre des données par autre chose que la parole. Enfin, pour continuer, c'est comment je fais pour récolter du bois en zone sensible. Et là, j'ai mis un beau feu rouge parce qu'en ville, on est sensible. On a travaillé avec une entreprise aussi, toujours, sur un outil dédié à la mobilisation des bois en zone sensible avec le constructeur de machines Vigneault. Et c'est un projet français, donc ça, c'est très, très, très bien. Et puis, c'était vraiment un projet innovant et qu'on a déposé au fonds d'investissement pour la non-forestier. On a conçu avec lui, avec l'entreprise, et on a développé un outil de débuscage par treuil qu'on peut installer sur une pelle mécanique pour travailler en milieu sensible. Et donc là, vous voyez l'outil qui a été installé sur la pelle. Et là, on a une vue latérale avec le treuil. Le but, c'est de vraiment travailler sur des zones en pente et des zones sensibles. Et on a réalisé des tests chantiers, on va toujours en forêt, on essaie toujours de bien montrer que ça fonctionne, qui ont été réalisés avec le prototype et qui ont vraiment confirmé l'intérêt de ce type d'accessoire qui permet de travailler et de treuiller des bois dans des pentes importantes grâce à son treuil puissant, de les manipuler avec un grappin et de diriger les bois lors des opérations de treuillage et de faire aussi des câblages d'arbres. Donc, c'est vraiment important aussi pour la partie environnement et puis essayer de récolter dans les meilleures conditions. Une autre question, c'était comment je fais pour sécher au soleil? Ce serait tellement facile. Donc, on a mis au point, travaillé sur un projet qui s'appelle SolarWood. Et on a essayé de travailler sur l'apport d'énergie solaire pour le séchage du bois d'œuvre. Donc là, on a travaillé avec Cathy de l'industrie et on voit un petit peu les systèmes qui ont été utilisés et installés. Des capteurs solaires qui apportent de l'énergie au séchoir. Quelques résultats. C'est là où c'est intéressant parce qu'on a travaillé avec des températures différentes, avec des essences différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les émissions, les pourcentages d'émissions évitées en apportant de l'eau, en apportant de l'eau via SolarWood. Donc, on voit que des conditions de séchage classiques nous permettent quand même d'éviter des émissions. Comment je fais pour réinventer la fenêtre bois aussi? Ça, c'est une partie intéressante pour FCBA. Donc là, on a travaillé sur un projet qui s'appelle l'Humivec.
Donc, il y a toute la partie technique qui est intéressante. Hein. Bon, voilà, l'Umivex, c'est une technologie nouvelle de vitrage collé sur sachets de bois avec une utilisation de menuiserie extérieure. Donc, il y a des avantages, on a expliqué pourquoi, le design, etc., etc., etc. Et puis, souvent, dans l'innovation, il faut aller un petit peu plus loin que la technique pure et dure. Et là, avec ce projet-là, on a travaillé avec des acteurs que vous voyez ici. Donc, c'est un club. Et la création du club permet de transférer la technologie, mais aussi de regrouper des gens qui vont travailler ensemble, qui vont discuter ensemble, qui vont parler ensemble, qui vont se tromper ensemble et qui vont faire évoluer ensemble. Et ils regroupent tous les concepteurs, les fabricants, et ils souhaitent recevoir de l'information, travailler en partageant peut-être des risques, mais aussi discuter et échanger. Et ça permet ce transfert de la technologie vers les entreprises. Donc, nous, on assure maintenant la partie animation et organisation du club, et tous les gens qui sont cités ici font partie de ce club. Une partie du travail d'FCBA, c'est aussi de comment je fais pour innover dans ma maison bois. Alors, soit on travaille sur des produits innovants. Donc, par exemple, ça c'est déjà aussi ancien, mais un mur composite industrialisé qui était intéressant, puisque là, on avait accompagné des entreprises pour la conception, la fabrication, la test et la mise en œuvre, jusqu'à la certification. On va aller sur le marché, il faut aller jusqu'au bout du bout. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de projets énormes qui sont en train d'arriver là, et puis c'est les immeubles grande hauteur en bois. Et quand on arrive à innover et à résoudre les problèmes dans ces catégories de grande hauteur, on peut après les transférer sur les moyennes hauteurs ou faibles hauteurs. Ce qui était rigolo là, c'est que FCBA, on aurait pu dire que c'était favoriser la construction du bâtiment autrement, mais toujours avec du bois. Donc voilà, là c'est l'aventure Hyperion ou l'aventure Bois Silva qui sont intéressantes et qui vont sortir de terre. Et donc là, c'est là quelque chose de concret. Une autre partie du travail chez FCBA, c'est aussi pour l'innovation, c'est comment je fais pour imprimer avec du biosourcé. Alors déjà, biosourcé, en plus imprimé, donc on aime bien compliquer les choses. Donc ce qu'on a essayé de travailler, c'est qu'on travaille avec de la fabrication additive et des fils biosourcés, toujours d'abord par un projet, et la matière première étant la lignine, parce que c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on utilise depuis longtemps, et du PLA biosourcé. Donc ce projet qui s'appelle Wood 3D, vous pourrez avoir beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations que ce soir sur un webinaire qui aura lieu en mars 2021, donc on pourra vous inviter à assister à ce webinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une matière première biosourcée, on arrive à fabriquer le fil. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une belle imprimante de plus d'1 mètre cube, donc on peut vraiment imprimer des pièces et concevoir des nouveaux produits avec des fonctionnalités intéressantes. Et ce que j'ai mis là, c'est que vous voyez une surface acoustique qui est quand même assez complexe, et puis une chaise imprimée qui est quand même aussi assez design. Donc là, on peut voir des choses intéressantes avec ces fils biosourcés. Enfin, ça nous arrive, hein, ça va nous arriver, c'est comment je fais pour vieillir sereinement. Et quelque part, on essaye de travailler sur des parcours innovation en appliquant les gens dès le départ. Ça, Myriam le disait, c'est que plus on peut travailler avec les gens, plus on peut discuter, mieux ça va. Donc, on a mis au point une démarche globale d'innovation par l'usage. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on apprend par tout ce que disent les gens avec qui on essaye de travailler. Évidemment, il y a plusieurs itérations pour identifier les usages, les décrypter, imaginer le futur, imaginer les solutions et les valider. Donc, le système qu'on a mis en place, c'est d'abord pour l'habitat senior, on a travaillé avec des seniors et des aidants. On les a mis en contact, on a essayé d'analyser comment ils travaillaient, de quoi ils avaient besoin. On les a mis au contact d'industriels et de promoteurs. On a essayé de faire des allers-retours aussi au niveau des espaces de vie avec des industriels, des promoteurs et des architectes. Et on a testé en vrai les usages des nouveaux produits qui ont été imaginés, rêvés et réalisés par les entreprises. Et là, ce que j'ai mis en dessous, c'est qu'on a travaillé avec Regini Optimum. Donc ça, c'était vraiment plus le parti industriel. Les seigneuriales qui, eux, construisent des maisons pour les seniors. Et puis les AMS architectes qui a imaginé des portes intéressantes. Et ce qu'on a fait dans ce projet-là,
Donc, il y a des films sur YouTube. Si vous allez sur le site FCBA, vous trouverez plein de films qui expliquent comment les gens ont pu parler. On a imaginé des portes palières avec des serrures connectées. On a imaginé un meuble d'entrée avec un repassage, une table de repassage intégrée. Et tout ça, c'est vraiment les personnes âgées qui ont imaginé tout ça, des tabourets de douche, des lampes à interrupteurs photoluminescents, des placards avec des cloisons amovibles, des portes d'accès lumineuses. Donc, même pour nous, quelque part, ce serait intéressant d'avoir tout ça. En fait, comment transférer l'innovation tout au long de la filière bois? Il faut déjà oser à partir d'une idée, surtout se faire accompagner tout au long de ce processus et aller jusqu'au bout de son idée. Voilà quelques exemples pour FCBA. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour quelques questions ou quelques réponses. Oui. Ben merci à vous pour cette intervention. C'était fort riche. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Là, je n'en vois pas qui ont été postées. Bon, du coup, je vais peut-être commencer. C'est toujours plus compliqué, je pense, de démarrer les questions. Par contre, n'hésitez pas à intervenir. Hein, vous serez prioritaire, bien sûr, pour toute question posée. Donc, je me mets à la place d'une entreprise qui souhaite être accompagnée. On a vu plusieurs partenaires potentiels, entre guillemets. Comment choisir finalement on a vu bon, voilà, spontanément que le CRIT était plutôt axé matériaux, construction, si je résume, mais après je vous laisserai recadrer que l'on pouvait profiter aussi et bénéficier d'un appui avec un doctorant au niveau de l'INRA notamment, hein, et puis avec un panel plus qui va sur l'ensemble de la filière pour le FCBA. Donc, du coup, voilà, si j'ai une idée de projet, finalement, comment je dois m'y prendre, qui contacter, et puis quelle c'est la durée d'accompagnement aussi. Alors, j'imagine que ça dépend de la thématique, mais si vous avez des ordres de grandeur entre la démarche de premier contact, qualification du besoin, mise en place, entre guillemets, d'une proposition, cette démarche-là première, hein, au-delà du temps passé en lien avec le projet, voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des étapes obligatoires? Si vous pouvez nous éclairer, ce serait parfait. Du coup, je vous laisse la main sur la réponse. Bon, je vais dire quelques mots alors. Je me jette à l'eau là. Ok. Bon, en fait, je pense que effectivement, Gwendoline, tu l'as dit très justement, nous, on est très axé matériaux bois. On est effectivement au cœur du campus bois. Alors en plus, donc, on bénéficie, on va dire, d'un équipement et d'un équipement mécanique, mais aussi d'un équipement lié à la chimie du bois assez conséquent. Alors, c'est difficile de répondre à la question combien de temps dure un accompagnement. Ça dépend en fait de l'ampleur du projet. Il se trouve en fait, et je pense que on n'est pas, enfin, on n'est pas tant à se faire de la concurrence. Je pense justement qu'il faut plutôt réfléchir en termes de complémentarité. Et j'allais dire, quand, quand une entreprise, par exemple, s'adresse au CRIT et nous sommes une petite entité et que ça dépasse notre champ d'action en termes de capacité, eh bien, on sait faire appel, quoi, je veux dire, on sait faire appel autour de nous. On monte un certain nombre de projets justement en collaboration avec le FCBA et donc c'est un travail effectivement collaboratif, hein, et on essaie de faire appel justement soit au laboratoire, soit au FCBA. Je pense en particulier aujourd'hui pour les menuisiers ou dans les développements de nouveaux produits ou même simplement dans le test de produits. Nous, avec notre entité CRIT, eh bien, on travaille en collaboration étroite avec le FCBA pour
qu'on produit, quoi, en fait. Hein. Ça se fait de manière courante. Et d'ailleurs, un scoop, là, ça va se développer de plus en plus. C'est-à-dire que enfin, nous souhaitons, nous, CRIT, et le FCBA l'a exprimé aussi, ça date, c'est frais, puisque ça date de vendredi dernier, une accélération en fait hein, des collaborations et en particulier pour tout ce qui touche à la nanométrie. Voilà. Je réponds bien à ta question, en tout cas en partie. Après, je préférais que ce soit les entreprises qui prennent la parole, mais après, j'essaie de me mettre à leur place et de savoir les types de questions qui peuvent se poser. Alors, j'avais une question aussi par Nathalie concernant, tu parlais de capteurs là, pour essayer de détecter la croissance ou sinon l'état, entre guillemets, des sols. Donc, par rapport aux capteurs, et c'est combien de capteurs par hectare qu'il faut dans le cadre de l'expérimentation, est-ce que tu as ce type d'informations ou pas Alors, ce qu'on a commencé, par exemple, hein, si je parle du capteur sol, pour savoir si le sol est praticable ou pas, on a installé les capteurs dans des cloisonnements. Et en fait, on a fait sur une parcelle de 30 hectares, on a travaillé avec Forêt Bois de l'Est et la CFBL, on a installé 12 capteurs, donc 6 x 2. Et ça suffit pour voir si le sol peut supporter la machine en fonction de la pluviométrie. Donc tout ça, ça a l'air simple, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que derrière, il y a plein de modèles, il y a des thésards qui ont fait. Et c'est vrai que l'innovation, elle se fait quand le produit est mature et mûr. Donc, on a trouvé des capteurs, on a utilisé des résultats de chercheurs, on a réutilisé les modèles, et ça peut se faire rapidement. Quelque part, cette innovation-là, on l'a faite en moins d'un an. Hein, donc, ça y est, c'est sur le terrain. La CFBL et Forêt Bois de l'Est l'utilisent et on va avoir des données. Maintenant, on peut le démultiplier. Donc, un chantier on a travaillé sur le chantier qu'on nous a donné, donc il faisait 30 hectares, et on a mis 12 capteurs. En fait, 6 suffisaient. Sachant que les capteurs coûtent moins de 50 €. C'est ça qu'on a voulu aussi. L'innovation, c'est pas une invention, hein, c'est réutiliser ce qui existe, l'adapter aux besoins de l'entreprise et y aller. Pour Habitat Senior, ça s'est fait avec des ateliers de créativité. Donc, en fait, un atelier de créativité, ça dure quoi? 2 heures, 2 heures et demie. Et puis après, les entreprises, elles nous ont dit qu'elles avaient gagné des années d'avance pour intégrer une table à repasser pliante dans un meuble. C'est tout bête, quoi. Ça leur a pris, l'industriel a su le développer et ça a pris 2 heures de créativité pour l'inventer, pour l'imaginer. Donc, ça peut être très, très rapide. Après, il y a des projets un petit peu plus compliqués. Quand on rentre dans de la chimie verte. Au niveau laboratoire, on est prêt. Au niveau extraction, on est prêt. Au niveau purification, on est prêt. Si on veut des quantités de matière assez importantes et puis rentrer sur le marché, il faut plus longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut… Tout dépend du besoin de l'entreprise. On peut innover. Il y a des petites innovations qui se font avec, par exemple… En Bourgogne-Franche-Comté, il y a l'AER, hein, c'est issu des conseils régionaux. C'est des tout petits projets d'innovation qui peuvent durer 2-3 mois et financés très rapidement. Donc, tout dépend. Ce qu'il faut, c'est vraiment comment je fais, c'est quoi mon idée et je vais jusqu'au bout. Et une petite innovation, c'est aussi noble qu'une grosse révolution. Pour moi, il n'y a pas de préjugé. C'est une petite, c'est sympa, une grande, c'est bien. Et si on arrive à répondre aux besoins de l'industriel, c'est encore mieux. Mais il faut vraiment l'accompagner. Le partenariat est essentiel. Et puis, voir ce qui se passe ailleurs aussi. On apprend beaucoup de choses de ce qui se passe ailleurs. Dans d'autres pays, je veux dire. Il n'y a toujours pas d'autres questions. Alors, j'en profite. Hein, On a été tellement clair et tellement bon. Concernant la partie séchoir en énergie solaire, l'énergie solaire correspond à combien par rapport à l'énergie totale, à l'apport de combien, entre guillemets, parce que bon, c'est très fluctuant. Bon, c'est passé assez vite, hein, alors du coup, je reviens un peu… Oui, alors, c'est pareil, je suis pas là, moi je suis juste celle qui parle, pas celle qui a fait. Moi, je pense qu'ils avaient apporté 25% d'énergie solaire qui était… en fait, tu passes de l'énergie
soit par le système séchoir classique, gaz ou ce que tu veux, et ils avaient, au lieu de prendre ce gaz ou cette énergie fossile, tu la remplaces par une partie énergie solaire. Donc là, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait un gain. Ils ont fait la CV, donc tu avais un gain en émissions. Et puis, on est là, on est en phase comment je démultiplie tout ça pour faire plusieurs tests, parce qu'on l'a fait en plusieurs fois. SolarWood, il faut aller voir le projet. Donc, s'il y a besoin de plus de renseignements, j'irai à la chasse aux infos et je te dirai tout, il n'y a pas de problème. Ouais. OK. Après, ce qui était, comme on était dans, une substitution d'énergie. Dans la partie gain, en fait, c'était le gain de ROI entre l'investissement initial et le gain, entre guillemets, estimé annuel. Oui. Dans les projets d'innovation, ou même dans les projets FCBA, il y a toujours la partie économique dedans, j'allais dire même dès le départ. Quand on parle d'un capteur, quand on parle de SolarWood, quand on parle d'un exosquelette, il ne faut pas que ça coûte 1000 fois plus cher que ce qu'on peut faire normalement. Il y a cette analyse-là. On a toujours plein d'idées, on peut faire des milliers de projets, mais quand on travaille avec des entreprises, l'analyse économique, elle est tellement obligatoire dès le départ qu'il faut y penser dès le départ. Et pour compléter aussi, quand on fait des business plans, toujours, ne serait-ce que sur les capteurs qu'on a utilisés, là, c'est des coûts que je te dis, moins de 50 €, c'est des coûts, c'est les capteurs qu'on a achetés nous dans le commerce. Mais si on veut faire un vrai business plan, ce qu'on veut faire maintenant avec les industriels, c'est combien de capteurs je vais acheter par an pour installer combien de sites, et du coup, on va faire baisser les coûts des capteurs. C'est le but du jeu. C'est le marché, le marché, le marché. Du coup, je vais poser une question à Myriam. Concernant les doctorants. Imaginons, est-ce qu'il faut s'engager pour une entreprise sur 3 ans, puisqu'on a vu que ça durait 3 ans, en gros, un doctorant pour avoir un sujet sur 3 ans. Comment ça se passe? Est-ce que on peut avoir de la souplesse avec plusieurs projets dans les 3 ans? Enfin, voilà, comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors, pour les doctorants, alors moi, ce que j'avais présenté sur 3 ans, c'était le poste d'interface. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Un doctorant, c'est quand même un diplôme, hein, un doctorat. Donc, c'est très contraint quand même. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a des normes, tu vois, il y a des normes d'apprentissage. Ça respecte des standards de la recherche qui ne sont pas forcément ceux de l'entreprise. Enfin, qui sont compliqués. Alors, il y a un dispositif en France qui est bien connu, hein, que je pense que mes collègues du FCBA utilisent de temps en temps, là, parce qu'ils y sont, enfin, ils peuvent y être considérés comme entreprise. C'est ce qu'on appelle les bourses CIFRE. Et c'est clair que des bourses CIFRE, alors une bourse CIFRE, ça permet à une entreprise d'embaucher un doctorant, d'être remboursé pour la moitié du salaire, et puis en plus, je crois qu'il y a des histoires de crédit impôt recherche. En compte, ça coûte pas cher du tout à l'entreprise. Par contre, c'est clair qu'il y a une responsabilité d'employeur, puisque ça devient d'employé de l'entreprise, il faut qu'elle s'y retrouve. Et donc, moi, l'expérience que j'ai eue des bourses, des thèses CIFRE, c'est que souvent, l'intérêt pour l'entreprise, c'est que ça lui permet de conduire un projet un peu de recherche. Et le doctorant, ben, il est entre son labo, parce que du coup, il y a un troisième partenaire. Hein, il y a le doctorant, l'entreprise et le laboratoire de recherche. Et donc, le doctorant, il est un peu tiraillé entre l'entreprise qui lui demande des choses très pratico-pratiques et justement des fois des projets relativement court terme. Quoi. Comme un ingénieur, il a des trucs à résoudre, des problèmes à résoudre dans les 2 ou 3 mois, et puis le labo de recherche qui lui explique les codes de la recherche. Il y en a qui survivent très bien à ça, et c'est une belle formation quelque part. Hein. C'est-à-dire que le jeune, il apprend à la fois à répondre à des besoins de l'entreprise et à faire une thèse. Alors, il y en a qui explosent en vol parce que c'est trop, voilà. Mais c'est compliqué, il faut être un peu schizophrène et être capable de gérer les deux. Le poste d'interface, c'est beaucoup plus facile finalement. Hein. C'est vraiment un personnel de l'entreprise. Donc là, il n'y a pas de diplôme à la fin. Mais par contre, la personne, elle est accueillie pendant 3 ans à INRAE. Pour l'entreprise, alors là, pour le coup, ça ne coûte quasiment plus rien parce que le salaire de la personne, il est repris par INRAE pendant 3 ans. L'entreprise, elle amène juste, je dis, du fonctionnement et puis de l'appui parce que c'est pour faire un projet. Donc, souvent, le projet ne concerne pas qu'une seule personne. Je ne sais pas s'il y a des histoires, par exemple, de tests en conditions réelles dans l'entreprise. Ben, il y aura d'autres personnels de l'entreprise qui seront impliqués. Mais là, c'est vraiment complètement différent. Il y a beaucoup moins de contraintes pour le coup. Hein. On peut empiler, par exemple, Julie Thomas, là, que je vous ai cité, là, de l'IDF, en ce moment, qui est au bêta. À la limite, elle conduit un projet qu'elle n'aurait pas pu faire au CNPF parce que dans sa boîte, il y avait des objectifs, on va dire, entre guillemets, de productivité un peu plus forts. C'est pour ça qu'INRAE reprend le salaire. Hein. C'est pour dégager un peu l'entreprise, pour lui donner un peu d'air. Mais en même temps, le projet qu'elle fait, il intéresse très directement le CNPF. Elle traite des données d'une enquête nationale qui s'appelle RéseauFOP, là, que conduit le CNPF, et pour lequel, en fait, ils sont venus chercher le bêta parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour traiter les données de cette enquête, quoi. Donc, voilà. Donc moi, je pense que ça, par contre, ça peut être très adapté à certains sujets. Maintenant,
comme INRAE, évidemment, ces postes-là, il les sélectionne. Hein, ils peuvent pas, à partir du moment où c'est l'INRAE qui paye, forcément. Et donc, il faut trouver un sujet en fait, qui intéresse et l'entreprise et le labo. Mais c'est faisable, quoi. Il ne faut pas hésiter à demander. Moi, je suis sûr, enfin, moi, je vois à peu près nous ce qu'on fait à INRAE, des sujets avec, je ne sais pas, moi, la coopérative Forêt-Bois de l'Est, des trucs dans le genre de ce que fait le pôle renfort, on pourrait certainement mobiliser plus ce dispositif, quoi. Voilà. Et moi, j'avais essayé de mettre dans la tête de la région Grand Est à un moment, parce qu'ils cherchaient comment aider, comment appuyer les entreprises de la région, hein, et qu'ils pourraient mettre en place des dispositifs comme ça. Et ça serait une bonne idée, puisqu'ils veulent aider aux relations entre recherche et entreprise. Moi, je trouve que ce dispositif, il a fait ses preuves et il est intéressant pour tout le monde. Et ce n'est pas une thèse, hein, attention, là c'est vraiment un projet de R&D sur le dos d'un personnel qui vient se mettre en immersion dans un labo. Et la durée d'immersion, entre guillemets, est à caler. C'est 3 ans. Alors ça, par contre, c'est très calé. Ah oui, c'est 3 ans, quoi qu'il en soit. Et c'est pas. Alors ça pourrait être moins. Je pense que si on disait 2 ans, ils ne seraient pas contre, mais c'est pas plus de 3 ans, en tout cas. D'accord. Alors, par contre, nous, ce qu'on voit aussi, c'est les gens qui sont passés par ce genre de choses, ça leur fait une montée en compétences aussi. Hein. C'est-à-dire que tu vois, ça fait dans une carrière, ça veut dire que pendant 3 ans, ça t'arrive jamais quand tu es en poste dans une entreprise ou dans une collectivité. C'est-à-dire que pendant 3 ans, tu peux te focaliser sur un seul projet, entre guillemets, même si tu peux continuer à rendre un peu des petits services ailleurs. Enfin, c'est quand même un truc, et développer une expertise, te reformer sur certains trucs. Enfin, je pense que pour l'entreprise, il y a ce côté monté en compétences qui est très intéressant aussi. Donc, du coup, si certains sont intéressés, le contact pour chacune des entités, entre guillemets, ce que je vous propose, c'est peut-être la transmettre pour qu'on puisse envoyer les présentations en même temps, si ça vous va, pour la synthèse de ce webinaire et que chacun puisse retrouver les contacts à l'issue et à la fin. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne pense pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous et d'avoir participé en tant qu'intervenant et d'avoir participé en tant qu'invité et spectateur. On espère que ça vous aura apporté des idées, plein d'idées pour innover et plein d'idées pour poursuivre la dynamique de la filière. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. On pourra toujours rerouter les questions, même après ce webinaire. Et vous pouvez retrouver ce webinaire, du coup, qui sera à disposition, puisque ça a été enregistré. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous. Et puis, très bonne soirée. Et nous sommes, du coup, dans les temps. Donc, Stéphane. Merci tout le monde. Et merci pour l'organisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.